Encore merci de m'avoir comme invité aujourd'hui. Heureux de faire connaissance avec la plupart d'entre vous à distance. L'objet de ce webinaire est de partager mon expérience sur les États-Unis qui date il y a 22 ans. Il y a à peu près 22 ans que je suis arrivé aux États-Unis. Et alors attendez, je pousse ma caméra. Voilà. 22 ans comprimés en une heure à peu près. J'ai fondé il y a 12 ans, fondé avec d'autres personnes, une société hybride, on va dire, pas uniquement de conseil, mais aussi de développement à l'international qui s'appelle Triana Group. Et depuis à peu près 2 ans, je suis associé d'une entreprise de distribution aux États-Unis de matériel qui est en France et un fabricant, et aux États-Unis donc une filiale de distribution qui s'appelle César Systems Inc. En résumé, quelques mots d'introduction, un premier retour d'expérience via un panorama, ensuite 8 études de cas. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes, ou en tout cas d'aller rapidement sur certaines. Puis un cas approfondi qui est en fait celui de l'entreprise dont je m'occupe actuellement, que j'ai mentionné tout à l'heure, César Systems Inc. Ensuite, j'espère du temps pour échanger. Finalement, bon, évidemment, le contact si vous souhaitez discuter davantage. Donc, comme je vous le disais, je suis arrivé aux États-Unis il y a 22 ans. Mon parcours auparavant était une école de commerce, en fait. D'abord la fac à Dauphine, l'ESSEC en doctorat. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Californie en postdoc, où j'ai passé 4 ans, en fait, initialement pour 1 an et finalement 4 ans à l'Université de Californie à Berkeley. Et tout en travaillant aussi en même temps plus ou moins dans le conseil pour une filiale du groupe Les Échos. Ensuite, 2 ans dans le Michigan, dans le conseil aux PME américaines essentiellement, même si la plus grande était un groupe de 18 milliards, mais en fait qui nous assignés à aider leurs fournisseurs. Et puis, depuis, à New York. Donc, le plus gros de mon expérience, en fait, est sur la côte Est, mais j'ai quand même aussi une connaissance et que je partagerai avec vous de la côte Ouest et du Midwest, qui est vraiment un autre pays complètement. Ce que je connais moins, c'est le Sud, même si j'ai eu la possibilité d'y aller aussi pour rencontrer des clients. Donc, oui, comme je vous le disais, alors j'ai oublié de mentionner, donc plus récemment, Triana Group, César Systems, et j'enseigne aussi dans une école d'ingénieurs qui dépend de New York University, donc à New York. Plus j'aime enseigner depuis mes années de fac, donc à Schema, une école de commerce française qui a un campus en Caroline du Nord sur le développement international. À l'école d'ingénieurs, innovation, entrepreneurship et les projets de fin d'études des élèves ingénieurs. Voilà, alors 12 ans, en 12 ans, 100 entreprises accompagnées, sans mentionner celles avant de fonder Triana Group, dans des secteurs assez variés, toujours en B2B, donc des entreprises visant en fait le secteur on va dire business, matériel industriel, IoT, des ERP, du matériel médical, de diagnostic, des instruments scientifiques, et c'est vraiment un résumé de 100 entreprises, donc très très divers. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un premier. Alors, je sais que Stéphanie voit des M&M's. Moi, je voyais des billes, mais en fait, ce sont des entreprises. Des entreprises qui. J'ai fait un échantillon, en fait, un pointage sur pas 100 entreprises, mais une soixantaine d'entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler sur les 12 dernières années. Et je les ai regardées de façon longitudinale. Donc, pour pas uniquement vous parler d'études de cas, d'anecdotes qui peuvent sembler peut-être un peu biaisées, mais vraiment vous donner autant que possible une approche scientifique et basée sur des chiffres du développement aux États-Unis.
Donc, la première observation que j'ai pu faire, c'est que à peu près, bon déjà si on reprend en fait la séquence classique, hein, qui est pas malheureusement qui n'est pas celle que toutes les entreprises suivent, mais la séquence classique de l'abord du marché américain, en principe on commence par une première étude, plus ou moins formelle, plus ou moins longue, qui permet de faire un go-no-go. D'accord. Ensuite, la première, et je reviendrai sur les chiffres, deuxième étape, une fois s'il y a go, on décide de tester, hein, et voir si le marché est effectivement aussi porteur qu'on l'espère. Donc le test and stop, ce que j'appelle le test and stop. Et finalement, si ça se passe bien et que le test est réussi, à ce moment-là, on essaye de bâtir une présence pérenne et si possible, un succès. Alors, pour revenir sur les chiffres, donc 30% des entreprises s'arrêtent à l'étape du no-go. C'est-à-dire que sur 100 entreprises, on en a une trentaine qui, après avoir fait une étude de marché, se rendent compte que pour des raisons très variées, il vaut mieux pas tenter l'aventure. Ce qui est souvent la décision rationnelle, hein. Ce n'est pas un échec, c'est simplement on a fait son travail, sa diligence, et on se rend compte qu'il vaut mieux mettre ses billes ailleurs. En général, cette première étape prend 3 à 6 mois. Évidemment, elle peut être faite en quelques jours, hein. Parfois, il suffit de quelques heures, quelques discussions, mais quand on fait vraiment une vraie étude de marché, ça peut prendre plus de temps. Ensuite, parmi celles qui restent, on en a, alors là j'ai mis deux chiffres que je vais expliquer. Il y a, sur le total général donc des 100 entreprises, il y en a 30 grosso modo, hein, parce que l'échantillon est de 60, mais il y a 30% qui s'arrêtent après avoir testé le marché. Donc elles s'engagent dans le go, elles testent, ça prend en général entre 6 et 18 mois. Pourquoi ? Je pense que c'est souvent parce que c'est la période des VIE à peu près. Donc, au bout de 18 mois, on se rend compte que bon, si on arrive à passer à l'étape suivante ou pas. Et donc, il y en a, ça veut dire que grosso modo, 60% s'arrêtent. Parfois, il y a des entreprises qui le prennent comme un échec, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. On a fait un test, on a fait ce qu'il fallait et on se rend compte qu'il vaut mieux pas continuer. Ce n'est pas forcément qu'elles ont mal fait les choses, hein. Je reviendrai sur les causes. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a 42% des entreprises qui font un go, qui s'arrêtent, même si on élimine celles qui avaient déjà décidé de ne pas continuer. Ensuite, parmi celles qui continuent, on en a 30% qui arrivent à établir une présence modeste, donc pérenne mais modeste. Et finalement, 10% qui, moi en tout cas, a posteriori, je considère comme étant une présence solide. On peut mettre entre 2 et 5 ans pour arriver à une présence solide, ou en tout cas pour pouvoir évaluer, juger si cette présence modeste ou qu'en fait l'entreprise a, disons, atteint un plateau ou qu'en fait il y a encore un potentiel. Donc on ne peut pas dire au bout de 2 ans, ah mais bon, c'est modeste. En fait, non, on peut mettre beaucoup plus de temps que ça. Le taux paraît faible, mais d'une part, c'est pas si faible que ça, quand on sait que même aux États-Unis, le nombre d'entreprises, enfin d'aventures, disons, de création d'entreprises, ou même de lancement de nouveaux projets, hein, ou de nouveaux produits, n'est pas meilleur. Alors que là, on est dans un contexte encore plus difficile, d'un marché à distance, etc. Mais le meilleur chiffre à voir, c'est que 25% des entreprises qui décident de continuer après avoir fait une étude et de tester le marché réussissent quand même, réussissent bien, ce qui est plutôt encourageant. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est dans mon tableau, donc c'est un fichier Excel, hein, dans lequel j'ai 60 entreprises, un certain nombre de critères pour essayer d'évaluer comment elles ont réussi, etc. Ensuite, j'ai essayé de pointer ce qu'elles ont fait de bien ou de peut-être moins bien, les facteurs, on va dire. Et d'ailleurs, c'est pas toujours des facteurs dépendants de leur volonté, c'est aussi des facteurs indépendants parfois, hein, facteurs favorables et défavorables. Donc, il y a une longue liste que je pourrais présenter en 1 heure, donc on n'aura pas le temps, mais je suis heureux de pouvoir revenir avec vous si vous souhaitez approfondir ces listes-là.
mais pour les récapituler rapidement, donc une approche des facteurs favorables, c'est une approche agile dans laquelle en fait c'est un process délibéré d'apprentissage. Si échec il y a, il n'est pas considéré comme un échec, mais on s'est donné les moyens de pouvoir tester et revenir sur en fait, des post-mortem et pouvoir continuer. Une vision stratégique qui est en fait l'entreprise considère que le marché américain et l'équipe américaine, c'est pas vous versus nous, c'est vraiment un travail, une vision stratégique globale de l'entreprise. Et ça, on pourra en parler beaucoup plus en fait, ce que ça représente. Un exemple particulier, c'est la pollinisation croisée. Donc, en fait, l'apport mutuel, en fait, pas uniquement considéré les États-Unis ou l'Amérique du Nord comme étant un bureau commercial ou bien exécutif qui est là pour uniquement pousser les produits français vers le marché américain, mais vraiment aussi potentiellement une source de nouvelles idées, de nouveaux produits, voire d'identifier des produits qui peuvent être ensuite rapportés vers l'Europe. Et j'ai des exemples comme ça. Une entreprise a finalement réussi encore mieux en trouvant en fait un produit aux États-Unis qui n'était pas présent en Europe et en le poussant vers ses clients européens. Évidemment, le BFR, un très gros point qui permet justement de faire tout ça en fait, et notamment l'approche agile dont on parlait, le financement du BFR, donc j'en parlerai à nouveau dans l'autre colonne, un usage maximum des partenariats avec un effet de levier. Et aussi et surtout, un thème qui sera récurrent, c'est le mode de présence évolutif, c'est-à-dire pas faire un choix et puis s'y tenir, mais changer. Et évolutif aussi veut dire être ouvert à des modes de présence hybrides, et dont je vous donnerai des exemples. Alors, les facteurs défavorables, c'est la perception des échecs comme des échecs. Donc, que ce soit perçu ou financier, c'est que de ne pas s'être donné les moyens financiers de pouvoir rebondir d'un échec, apprendre et repartir aussi longtemps que nécessaire. Moi, j'ai un exemple, en fait, celui qui est le meilleur exemple, c'est une entreprise qui a mis 7 ans. Alors, ils ont quand même eu des succès pendant les 7 ans, mais disons qu'au bout de 7 ans, ils ont réussi, ils ont remporté ce qu'on considérait comme étant le jackpot, on va dire. Dans un autre cas, c'est peut-être plus proche de 5 ans, mais le résultat a été remarquable. C'est un partenariat avec un investissement stratégique d'un très, très grand acteur parmi les top 10 mondiaux dans tout secteur confondu. Donc, mais ça a mis 5 ans. Donc, problématique de budget, appréciation de la concurrence, là j'y reviendrai. Le business model aussi et l'offre en général ethnocentrique dans le sens vraiment perception vue à distance. L'isolement, donc là c'est le pendant du manque de partenariat, et puis des hésitations ou des changements de priorité. Alors, rapidement, le cas typique, vraiment celui qui est, si je devais résumer, enfin pas forcément résumer, mais dire quel est le point le plus saillant parmi tout cela, c'est pour ceux qui réussissent, c'est une bonne évaluation de la concurrence. C'est des entreprises qui étaient aussi réalistes que possible, et ça pourquoi ? Parce que ça les conduit à vraiment réfléchir à leur proposition de valeur, à revenir presque au b.a.-ba. Qui est l'archétype de notre client type, quasiment une approche scientifique. Donc, ça vous donne un peu de on a quelqu'un qui s'est mis en mute. Bref, donc vraiment revenir en fait, c'est-à-dire que même une identification d'une concurrence intense en fait permet toujours de trouver une niche et même pousse à trouver la niche qu'il faut pour prendre position. Souvent, on entend dire, alors je suis sûr que vous avez entendu dire ça aussi très fréquemment, on a une meilleure technologie, on a un meilleur produit, la preuve c'est qu'en France, on a les meilleures références, etc. On arrive même à gagner des parts de marché, gagner des marchés, j'ai souvent entendu ça, par rapport aux grands concurrents américains qui sont en France. Donc forcément, si on va aux États-Unis, on va aussi gagner des parts de marché. On a peu de concurrents, et la réalité, alors tenez-vous bien, c'est qu'en fait, on arrive au marché et on se retrouve parmi une foule d'entreprises qui viennent du monde entier, qui ont également de bonnes références. Et encore, là, ce que je vous montre dans la foule, alors c'est une image évidemment qui date
qu'il y a quelques années. On savait que Times Square ne ressemble plus vraiment à ça aujourd'hui. Mais malgré tout, tout ça, c'est des entreprises étrangères qui essayent de prendre position dans le marché. Et puis, dans les tours, là, vous avez les entreprises américaines qui, elles, sont déjà installées. Et en fait, là, c'est le cas d'une entreprise qu'on a accompagnée qui disait exactement ce que je viens de vous dire. On s'est rendu compte que, en faisant l'étude de marché, qu'en fait, il y avait 4 tiers dans le marché américain en termes de concurrence. Il y avait 3 grands concurrents qui faisaient plusieurs milliards de dollars, 20 concurrents qui n'étaient pas très connus en fait en France, parce que quand on est à des entreprises de taille de plusieurs centaines de millions aux États-Unis en général, on n'est pas encore présent aux États-Unis, en Europe. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait, quand je suis arrivé, 800 millions. Quelques années après, elle faisait 2 milliards. Et on avait juste une branche en Hollande et donc inconnue en Europe. Bref, donc 20 concurrents de plusieurs centaines de millions, 96 concurrents qui faisaient plusieurs dizaines de millions, douzaines de millions, sachant que la PME française qu'on accompagnait, elle, rentrait dans cette catégorie-là de plusieurs dizaines de millions. Et puis, alors, une nuée d'entreprises en dessous du radar qui sont de quelques millions jusqu'à 10 millions. Et donc, par contre, il y a une place, mais il s'agit de trouver la bonne place. Alors, la solution par rapport à ça, moi, ce que je voulais donner comme retour d'expérience, c'est que pour celles qui ont réussi malgré tout, et c'est le cas d'ailleurs de celle à laquelle je faisais référence tout de suite, c'est qu'elles chassent en bande. Et le cas que je vais vous donner, en fait, c'est chasser en bande avec des entreprises qui sont soit du piggyback, le cas classique, donc française aux États-Unis, mais bien établies, ou alors peut-être des entreprises moins importantes, pas le gros requin, mais vraiment la bande d'entreprises américaines avec qui on va pouvoir faire affaire, voire l'entreprise qui va, elle, pouvoir nous amener dans son écosystème. Et à partir de là, voilà, le réseau, les relations, les références, etc. commencent à fonctionner. Donc, le premier exemple que je voulais donner pour illustrer ça, c'est une entreprise française issue du transfert de technologie qui a une technologie industrie 4.0, sans rentrer dans les détails, automatisation de machines, qui a lancé un partenariat avec un fabricant de machines-outils de 800 millions de dollars. Ce fabricant, en fait, est devenu le vrai fabricant de cette entreprise. C'est une jeune entreprise, pas les moyens de lancer sa propre production de machines-outils, mais la propriété intellectuelle qu'elle a apportée à ce fabricant. Elle restait le vendeur de la machine et le fabricant. Alors, c'est des machines qui valent presque 1 million de dollars. Donc, à chaque fois, alors certes, 1 million par rapport à 800, ce n'est pas beaucoup, mais malgré tout, ça l'a mis sur le radar de ce fabricant. Et il se trouve que ce fabricant avait une bonne présence commerciale aux États-Unis. Et donc, en nouant ce partenariat, ils ont pu aller envoyer juste un ingénieur d'affaires et accompagner les commerciaux de ce fabricant qui étaient bien sûr tout à fait ouverts à aider à vendre des machines. Puisque à chaque fois qu'ils vendaient une machine, 80% de la valeur ajoutée allait au fabricant. Donc, ce qui était vraiment du gagnant-gagnant. Deuxième exemple, c'est l'importance de, alors certes, chasser en bande, mais s'allier aux bons chasseurs. Et en l'occurrence, là, c'est une entreprise alors, norvégienne, mais je voulais quand même vous le partager, qu'on avait accompagné. Eux, ils ont trouvé en fait, on a trouvé une entreprise dans le Texas. Alors, on n'aurait jamais pu la rencontrer si ce n'était pas par une relation commune, parce qu'ils font 20 millions de dollars, à peu près 20-30 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais dont le propriétaire, c'est une entreprise familiale, en fait, avait voulait en fait une stratégie de vente, revente à moyen terme, et voulait augmenter la valorisation de son entreprise en ajoutant des briques technologiques. Un marché assez mûr. Et donc, pour se transformer d'industriel classique à industriel, disons, 4.0, il cherchait vraiment le plus vite possible à intégrer de la technologie. Il avait toute la clientèle, l'infrastructure, la force de vente, tout clé en main. Il a proposé de faire un accord 50-50. Ils sont venus du Texas passer une journée entière de rendez-vous à New York.
et les Norvégiens venus aussi. Et le propriétaire voulait rentrer le soir même au Texas avec un deal. Et donc, c'était ça sa proposition. On s'associe à 50-50, on crée une entité, elle sera hébergée chez nous. J'amène l'équipe, vous envoyez une ou deux personnes et je vous apporte, je vous mets tout de suite chez nos clients, on vous emmène avec nous dans les salons, etc. Donc, très bon deal. Et je pense que c'est quelque chose à méditer comme retour d'expérience. Alors, autre chose que je voulais partager avec vous, encore une fois, un panorama en termes de retour d'expérience. Si on prend un pas en arrière et qu'on regarde les différents modes d'implantation, je pense que le rôle, en fait, le mode d'implantation joue évidemment aussi sur le succès, les facteurs favorables ou défavorables. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment le choix du mode d'implantation qui est important, c'est le fait qu'il soit évolutif. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de silver bullet en fait. On ne peut pas dire d'abord, de toute façon, évidemment, ça dépend du secteur, ça dépend de l'entreprise, de la fragmentation du marché, etc., etc. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de contingences. Mais même si on arrivait à trouver plus ou moins le bon mode d'implantation selon le profil de l'entreprise et de son marché, etc., de ses moyens, je pense que malgré tout, encore une fois, la solution qui fonctionne le mieux, c'est un mode d'implantation évolutif et hybride. Dans le sens où on choisit un mode qui est le meilleur pour effectivement pouvoir faire la première tête de pont, mais ensuite, très vite, pouvoir capitaliser dessus et ajouter un autre mode. Par exemple, un export indirect, mais peut-être avec très vite une joint venture ou bien le faire en groupement, faire une acquisition, mais immédiatement avoir aussi des partenariats, la capitaliser avec une joint venture, etc., etc. Et je vais vous donner quelques exemples de ça. Donc là, encore une fois, on pourrait aussi revenir sur tous les points ici. Donc puis, bien sûr, c'est des options simplifiées. Donc voilà, on passe à la deuxième partie de cette présentation qui est l'étude de cas. Donc 8 études de cas. Le premier, c'est une entreprise dans le secteur du diagnostic alors je présente à chaque fois sur le même format, les plus, les moins, et puis un peu de l'apprentissage. Donc là, cette entreprise de diagnostic est arrivée en Amérique du Nord, en fait, avec un distributeur nord-américain, premier accord, de petite taille. L'avantage, c'était décision facile, entreprise familiale, il parlait directement au propriétaire, qui a accepté de prendre à sa charge tout, donc vraiment zéro coût pour la PME française, ce qui est souvent ce que cherchent les PME françaises, surtout quand elles sont à la recherche d'un distributeur ou d'un représentant commercial. Donc, ça semblait idéal. Le problème, c'est que pour pouvoir convaincre un partenaire de prendre tout à sa charge rapidement, c'est souvent un partenaire qui n'est pas forcément idéal, qui ne va pas forcément chercher à monnayer ce qu'il apporte aussi sur la table. Et donc, en fait, c'était une entreprise sous-dimensionnée pratiquement à tous les niveaux. Pas d'expérience, alors il fallait en l'occurrence dans ce secteur un process FDA, donc peu d'expérience, du coup ça leur a pris beaucoup plus de temps qu'un autre partenaire aurait pu, sous-dimensionné sur le plan marketing et commercial, aussi le fait que l'entreprise française du coup n'avait aucun contrôle, puisqu'elle payait zéro de sa poche, il n'y avait personne qui s'en occupait, peu de visibilité sur ce qui se passait, complètement tributaire du partenaire. Donc là, pour ne pas rester sur un constat d'échec, en fait, long story short, la solution, c'est prise de participation, aider en fait pour montrer sa bonne volonté, mais aussi pouvoir apporter des moyens et prendre un peu de contrôle aussi, il faut dire, plus de visibilité, proposer d'apporter du capital à l'entreprise, et puis l'utiliser pour prendre, déjà avoir un peu un siège à la table, mais aussi ensuite à partir de là, faire cette stratégie justement évolutive et hybride qui est de trouver des petites cibles, même des toutes petites cibles, entreprises monoproduits, voire très jeunes, qui sont prêtes à ouvrir leur capital pour vraiment très très peu de budget, mais qu'on commençait à étoffer le portefeuille produit.
En l'occurrence, ça permet de pouvoir se positionner, d'être beaucoup plus visible à l'égard d'autres partenaires, de faire porter des produits, les superstars de demain, mais encore très jeunes, dans lesquels il faut investir, de les faire balancer par des produits plus mûrs, avec un meilleur cash flow, les vaches à lait, etc. Donc ça, c'était en fait une première leçon. Deuxième exemple, c'est une entreprise dans l'électronique, je garde le temps, qui fait en fait des capteurs. Donc eux, ils étaient même cas de figure, ils ont trouvé un distributeur nord-américain, mais de petite taille, rapide à prendre des décisions. Pareil, hein, vraiment même cas de figure. Simplement, c'était plutôt un distributeur régional, peu présent sur les autres secteurs, peu de marketing, vraiment le cas classique du distributeur aux États-Unis. Les distributeurs aux États-Unis font peu de marketing en général, peu de force commerciale, même s'il y en a quand même qui ont vraiment tout de la totale. Finalement, la solution, ça a été de mettre en place un effort marketing et commercial de la part de l'entreprise. C'est une entreprise allemande d'ailleurs, hein, mais encore une fois, je pense que c'est intéressant de la partager. Donc la PME allemande a décidé de payer à ses frais 2 salons nationaux, faire venir le distributeur, l'utiliser pour générer des leads, mettre en place une campagne de génération de leads à ses propres frais pour les présenter aux distributeurs, mais aussi apporter un appui technico-commercial en faisant le suivi des leads, parce que sinon, on se rend compte souvent, moi je l'ai vu aussi fréquemment, apporter des leads aux distributeurs, personne ne va faire le suivi, il y a quand même beaucoup de travail derrière, même en fait quand on les apporte à des représentants indépendants, ils hésitent, ils ne veulent pas se déplacer quand ils ne sont pas sûrs que ça va être un deal, etc. Parce que c'est eux qui payent tout, quoi, en fait, et même leur temps, c'est de l'argent ou c'est un coût d'opportunité. Bref, donc complété par 2 autres distributeurs, donc accords non exclusifs, régionaux et aussi sur des secteurs différents, et 3 sociétés de représentation commerciale. Le tout en moins de 12 mois a permis de faire redémarrer les ventes. Dans les instruments scientifiques, alors là, c'est un cas encore complètement différent. Même l'extrême opposé, c'est une entreprise qui a créé une filiale à 100%. Alors, l'avantage, maîtrise totale. Elle a pu alimenter sa R&D. Alors, la raison, disons, c'est que sur les autres marchés internationaux, même d'ailleurs en Europe, souvent, elle vendait via des distributeurs parce que c'est des gens qui sont essentiellement des ingénieurs qui fonctionnaient bien, hein, vraiment bon chiffre d'affaires, mais pas vraiment de connaissances directes au niveau du client. Donc, ils ont décidé d'utiliser le marché américain aussi comme une source de connaissances du marché. Et ça leur a permis en fait de développer de très belles applications et d'ajustement de leurs produits. Alors, pour passer au moins, très coûteux pour une PME française. Ils ont envoyé un expatrié, il leur a coûté plus que 2 fois plus qu'en Europe. Déjà, il était bien payé en Europe, quelqu'un de très très bon. Il a plus toutes les autres rémunérations, en fait, hein, sans rentrer dans le détail, je pourrais vous donner les prix exacts si ça vous intéresse. Mais quand on fait le total, en fait, c'est quand même un coût fixe important. Avec aussi un turnover surtout des commerciaux. Hein. Les commerciaux aux États-Unis changent fréquemment, tous les 2-3 ans, soit parce qu'ils ne sont pas bons et on est obligé de s'en séparer malheureusement, soit pas assez bons, soit parce qu'ils sont vraiment trop bons, justement. Et à ce moment-là, ils trouvent ailleurs très vite. Et il y a une inflation, même aujourd'hui encore, hein, de la rémunération des commerciaux, aussi bien au niveau des bases que des bonus et de tous les avantages. Bref, ceci étant dit, ils ont appliqué toutes les bonnes pratiques que je vous disais tout à l'heure, parmi celles qui réussissent, et l'entreprise a vraiment de très très bons résultats. Donc, un très bon cas d'école. Dans l'ingénierie civile, c'est encore un autre profil. C'est une entreprise qui fait des instruments d'ingénierie civile. Ils ont choisi la joint venture avec une PME américaine très établie. Alors, quelque chose qu'ils ont fait de vraiment bien, je trouve, c'est qu'ils ont recruté un CEO local américain qui avait vraiment le profil idéal. Très performant, enfin, non seulement en termes de formation, etc., de parcours, mais la bonne personne vraiment. Et donc, du coup, il a vraiment boosté le business, en plus en prenant appui sur le partenaire, mais il a su gérer aussi ce partenaire, parce que je vous montrerai un exemple de JV où il n'y a pas eu vraiment cette capacité à faire un effet de levier sur le partenaire américain.
Quelque chose d'intéressant qui le plus en fait que je voulais partager avec vous, c'est qu'ils ont vraiment littéralement acquis des références. Acquis dans le sens acheter, c'est-à-dire mettre de l'argent sur la table. Et comment en fait? C'est qu'ils ont mis, pour vous donner vraiment ça c'est un cas extrême évidemment, mais ils ont mis à disposition des instruments à titre gracieux. $0. Même dans ces cas-là, ce n'est pas évident d'avoir en fait un chantier de renommée mondiale, hein, parce que là, il s'agissait d'un chantier que tout le monde dans le monde entier connaît. Et Petit problème de connexion, je pense. oui, ce qui vraiment a fonctionné en fait. Alors en fait, évidemment c'est coûteux hein, d'envoyer des instruments, de l'équipement, de le mettre en plus à titre gracieux et on se dit mais pourquoi on ferait ça? Mais en fait, c'est beaucoup moins cher que d'investir un an à essayer de décrocher des références américaines, de payer des gens, d'aller sur des salons. Moi, j'ai vu des entreprises, hein, moi d'ailleurs, dépenser si on pense, en fait, si on inclut le temps de travail en plus des frais, des dizaines de milliers de dollars parfois sur des salons, plus le temps de préparation, etc., avec un retour sur investissement incertain. Alors qu'en l'occurrence, là, ils ont eu vraiment ça leur a permis de gagner en fait très vite des relationnels en plus, de se faire connaître auprès des entreprises membres de ce chantier. Donc, du coup, ils ont voulu ensuite continuer d'utiliser cet équipement ailleurs. Et donc, vraiment une très bonne stratégie que je trouve intéressante. Et bon, alors le moins, c'est que lorsque comme ça arrive fréquemment, la PME américaine est rachetée par un grand groupe, il y a des incertitudes qui se créent et finalement, ils ont dû en fait se retirer du marché en attendant de trouver le bon partenaire. Mais malgré tout, bon, si on arrête, selon l'endroit où on arrête l'histoire, vraiment beaucoup à apprendre de choses très positives. Autre exemple de partenariat de JV avec un intégrateur. Donc là, je vais passer sur celui-ci parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour que je sachiez, j'ai encore d'autres histoires à raconter. Une entreprise dans les produits médicaux. Alors eux, rapidement aussi intéressant, c'est un très bon cas de développement évolutif. Ils ont fait d'abord une stratégie de marque blanche et ils ont vendu leurs produits via une grande chaîne de pharmacie qui a plus de 2000 points de vente, mais en marque blanche. Donc en fait, vraiment zéro investissement, ni commercial, pas de risque. Et ensuite, ils ont utilisé le cash flow pour faire venir un expatrié, ensuite un deuxième, ils ont fait un ou deux recrutements. Et de fil en aiguille, bon, on les accompagnait quand ils étaient encore à 2, et là, ils sont sur pratiquement une trentaine. Bon, mais ils ont des représentants commerciaux salariés sur une bonne moitié des États-Unis. Alors, l'avantage, c'est donc très forte maîtrise du marché. Les inconvénients quand même, c'est que, par exemple, donc, ils ont réussi à se faire référencer dans des centrales d'achat. Mais en fait, ça, c'est juste un début de présence. C'est un permis de chasse. Et ensuite, il faut quand même avoir ses propres commerciaux. Il faut chasser. C'est coûteux. Donc là, j'ai mis quelques chiffres d'ailleurs. Pour avoir un ordre de grandeur, hein, un commercial par État, c'est $90 000 et encore sans compter les frais. Hein, donc on est presque à double si on compte les frais par an. Et quand c'est une entreprise comme celle-ci qui est passée de 2 à 20 commerciaux, vous imaginez la facture, sachant que évidemment, ils le font qu'à partir du moment où ils sont sûrs de pouvoir calculer un retour sur investissement, mais ça prend du temps, plus les managers, etc. Autre inconvénient, c'est que la croissance est incrémentale. Donc, même aujourd'hui, alors que c'est vraiment une belle success story, hein, c'est un exemple d'entreprise qui a bien réussi, ils y couvrent 30 à 40% du territoire.
Et puis, le coût pour garder les commerciaux ou les remplacer, parce qu'encore une fois, hein, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, ils s'en vont, généralement. Donc, il y a une forte concurrence. J'ai d'autres exemples là. Je peux vous donner un exemple pour bien illustrer le côté incrémental. J'ai plusieurs exemples de situations où en démarchant des hôpitaux en direct, on a 200 hôpitaux démarchés en 7 mois. Vous savez combien d'hôpitaux aux États-Unis? Il y en a 5000. Donc, vous imaginez le temps qu'il faut incrémentalement pour arriver à démarcher 5000 hôpitaux. Alors, dans d'autres cas, c'est 400, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Un autre bon exemple peut-être pour vous, c'est un fabricant d'équipements professionnels de maintenance. Eux sont arrivés avec très bonne référence européenne, une très bonne équipe. Les Américains, les premiers tests auprès de professionnels américains, très positifs, mais positionnement prix trop élevé. En Europe, ils arrivaient à quasiment vendre 4 fois plus cher que le marché. Pourquoi? Parce que la technologie est remarquable. C'est un instrument qui ne se casse jamais. Il y a une durée de vie quasiment illimitée. Et ça, vraiment, c'est démontré que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter des instruments moins chers. Mais aux États-Unis, niet. Donc, il a fallu reconcevoir le produit en fait, pour réduire drastiquement le coût de revient et revoir un petit peu les calculs. Je vais passer très vite sur cet exemple sans vous donner le détail. La leçon, c'est être ouvert à des partenariats avec des partenaires un peu atypiques, notamment les startups. Aux États-Unis, les startups qui réussissent, elles arrivent assez vite à passer d'une levée de fonds de 250 000 à 1 million à une levée de fonds de 5 millions et ensuite 70 millions et ensuite le round C, 100, 200, voire plus millions. Et ça, j'en ai plusieurs des exemples, d'ailleurs même des Français qui ont bien réussi ici, ça arrive de plus en plus souvent. Là, c'est un exemple d'entreprise en fait qui est initialement considéré que bon, c'est pas des partenaires idéaux, mais bon, on va quand même les aider. Parmi ces deux partenaires, il y en a une qui a fait une IPO. Il y en a une qui a été rachetée par un groupe de 15 milliards. Et quand vous avez votre produit déjà intégré dans ces entreprises, du coup, forcément, ça vous donne aussi un effet de levier. Donc, ne pas sous-estimer les partenariats avec des gens auxquels on n'aurait pas forcément pensé, voire des prises de participation. Moi, j'ai le cas d'une entreprise, un exemple, même plus qu'un seul, d'entreprises qui vont vraiment pour une bouchée de pain, on puisse se mettre à la table d'un board, parce que du coup, quand vous investissez, en fait, bref, en tant qu'investisseur, donc investir très tôt dans une start-up, si on a choisi la bonne entreprise avec la bonne équipe qui a le bon réseau, en plus on connaît le marché, donc en général, donc on arrive vraiment à avoir la qualité de la technologie, potentiellement même une technologie qui peut être intéressante en Europe le moment venu. Il y a la possibilité vraiment de comprimer 1 an ou 2 ans de développement en quelques mois grâce à cette prise de position, même très minoritaire, dans un capital dans de jeunes entreprises. Il y a un risque, c'est sûr, donc il ne faut pas non plus miser tout sur une seule parce que ça arrive. Il y a eu des entreprises aussi a priori très bonnes mais qui ne réussissent pas, donc il faut se faire un petit portefeuille. Encore une fois, pas comme mode de présence exclusif, mais mode de présence hybride. Alors là, je vais essayer d'aller très vite sur un exemple détaillé pour pouvoir laisser le temps à des questions si vous en avez. Un exemple détaillé que je connais bien puisque c'est une entreprise dont j'ai la chance de m'occuper. Donc, Trena Group qui est en soi une entreprise hybride parce qu'on a une activité de conseil mais aussi de partenariat depuis le début. On s'est positionné aussi comme partenaire. Celle-ci, c'est vraiment celle dont je suis le plus heureux aujourd'hui. Je suis sûr que ça continuera d'être encore plus le cas, c'est CESA Systems Inc. A priori, ça se passe bien, après avoir passé par toutes ces étapes, d'ailleurs, que je vous ai données tout à l'heure, sans vous rentrer dans tout l'historique, parce que vous le retrouverez à peu près dans tout ce que je viens d'expliquer. Ça se passe plutôt bien. En 3 mois, on a vendu 2 fois plus que tout ce qu'on a vendu l'année dernière.
Donc, bon, dans mes calculs, c'est à peu près du 400%, mais il est possible que ce soit même plus, hein. Et donc, a priori, une recette qui fonctionne parce que dans un contexte relativement difficile, des 3 derniers mois, réussir à vendre 2 fois plus que l'ensemble de l'année dernière, même si on est encore jeune aux États-Unis, donc forcément, on ne démarre pas de beaucoup, mais c'est qu'il y a quelque chose quand même peut-être intéressant à partager. Donc, pour vous donner un peu une idée des produits, hein, c'est du matériel industriel, des équipements de protection pour tout ce qui est en fait solutions digitales dans les milieux opérationnels, que ce soit high-tech ou pas. Des outils de digitalisation et de visualisation pour la gestion des centres opérationnels. Des outils, même des petits accessoires comme en santé, sécurité, des stations de travail, du mobilier de rangement, des systèmes logistiques, des systèmes Kanban. Alors, le plus, c'est qu'on arrive avec des références mondiales. CESA Systems, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, 14 000 entreprises clientes, dont la plupart des entreprises des fortunes comme clients. Du coup, dès que j'ai démarré, j'ai pu hériter de ce portefeuille de clients. Et en tant qu'associé dans la joint venture, ça permet à Trina Group aussi donc d'avoir. Donc, si vous voulez, si vous regardez ça, vous faites l'extrapolation aux partenaires américains. Moi, si je me mets du côté du partenaire américain, voir une entreprise PME française arriver avec un panier de clientèle intéressant, du coup, forcément, ça me donne envie de travailler avec, même s'il y a tout à faire encore pour aborder les sociétés sœurs de cette clientèle en Amérique du Nord. Mais c'est quand même quelque chose à faire valoir, hein, si vous avez ça dans l'escarcelle pour créer un partenariat. Aussi, vraiment bien clarifier à qui vous vendez. Donc, on s'est dit, c'est quoi l'archétype de notre client? L'archétype de notre client, c'est les équipes opérationnelles. Ce n'est pas le CEO, ce n'est pas le CFO, ce n'est pas les gens qui, certes, on a envie de parler avec eux, mais en fait, ce n'est pas du tout les décideurs. C'est les responsables d'usine, les responsables de la production, etc. Responsables environnement, santé, sécurité et autres. Et ensuite, l'idée, c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus derrière. Donc, si vous avez avec une vision, ou en tout cas, vous aidez votre partenaire américain à se bâtir une vision de ce que ça peut devenir plus tard, c'est encore mieux. Parce que initialement, en fait, CESA Systeming, d'ailleurs, on l'a créé avec un partenaire, j'étais associé minoritaire, mais avec un autre partenaire américain qui, lui, voyait en fait que ça pourrait devenir, ça pourrait passer de 15 millions à 150 millions. Et pour comment de diverses manières qu'on n'a pas le temps de regarder. Et donc là, ce que je vais partager avec vous rapidement, c'est un exemple en fait de ce qu'on fait quand on est, très concrètement dans le terrain, il faut développer son business. Moi, je vois souvent arriver des VIE ou pas d'ailleurs, hein, des expatriés qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors, ils contactent le réseau de la chambre de commerce, etc., qui sont très bienveillants et qui font très bien leur métier. Ils utilisent toute la panoplie, mais malgré tout, ce n'est pas du quantitatif, ce n'est pas scalable, comme on dit. C'est du relationnel. Alors, on propose de prendre un café ou de se parler au téléphone, mais mine de rien, un café avec quelqu'un, se parler au téléphone, un déjeuner, c'est quoi le retour sur investissement? Et donc, en fait, on a décidé de vraiment mettre en place une vraie machine, en fait, un marketing et commercial. Et donc, par exemple, je vous en donne quelques exemples, une newsletter. Donc, on voit 4 newsletters par mois, une par semaine, en fait même plus parce qu'il y a évidemment ceux qui n'ont pas ouvert, etc., qui ne sont pas des newsletters de spam, c'est vraiment des invitations à des webinars, des invitations pour apporter du contenu, pour aider les gens à avoir de la valeur. Et on a 70 000 contacts industriels aux États-Unis essentiellement et au Canada et au Mexique. Et on continue d'en ajouter constamment. Ce qui nous permet d'avoir 12 000 ouvertures lectures par mois et 1600 ce qu'on appelle des warm leads, des gens qui ont en fait montré leur intérêt en cliquant, s'inscrivant, etc. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est pour bâtir la relation, on n'essaie pas de leur vendre nécessairement en direct. Alors surtout, il faut voir, hein, on est dans de la solution, c'est de la vente consultative. Donc, même plus que ça, c'est de la vente éducative, en fait.
Et donc, on a des webinars, donc pour le moment à peu près 2 par mois. L'objectif, c'est de pouvoir en augmenter et auquel on invite parfois des partenaires. Donc, on a créé un réseau d'ingénieurs consultants qui, eux, sont vraiment des ingénieurs. On les invite à parler et on invite même des entreprises qui ont des technologies complémentaires qui peuvent se venir comme sponsors. Donc, pour elles, ça leur donne en fait accès à une visibilité en l'espace d'une heure, ils peuvent parler à presque 50-100 clients potentiels et pour une fraction du coût parce qu'elles co-sponsorisent un petit peu. Vous voyez ici des exemples. Hein. J'ai des gens de Rolls-Royce aux États-Unis, Whirlpool, Bristol-Myers Squibb, Volvo, vous avez aux États-Unis, mais aussi des vrais Américains, hein, des General Motors, etc. Donc ça fonctionne très bien. Autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'en fait, en plus, on a mis en place un programme de formation continue, donc qui vraiment apporte encore plus de valeur. Et j'ai vu vraiment une augmentation du taux de participation quand on a fait quand j'ai mis en place ce système bon, fait plus facile parce que j'utilise ma casquette enseignant d'ingénieur d'affaires. Dernier point, parmi les tout derniers, parce que là, je sais qu'on est très en retard, enfin je suis très en retard. Donc là, ce que vous voyez, c'est la carte du territoire américain, notre clientèle. Donc couverture géographique, il faut savoir que à peu près l'essentiel de l'industrie aux États-Unis, même de la plupart des grandes entreprises, à part des exceptions, c'est sur la côte est, enfin le grand est, hein, est du nord au sud, et puis quand même bien sûr beaucoup en Californie, mais ça dépend des secteurs. Digital, évidemment, etc. C'est beaucoup encore en Californie, même s'il y a vraiment tout ce qu'il faut maintenant sur la côte Est. Et bref, alors ce qu'on a fait, c'est la plupart de ces ventes se sont faites à distance. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et dans certains cas, c'est des grosses ventes. Là, on a équipé une usine, quasiment, enfin un atelier entier d'usine rénové au Canada sans même les voir, etc. Mais malgré tout, quand même, une présence à proximité, c'est important. Donc, on a un réseau de représentants commerciaux et de plus en plus, ce qui n'est pas visible ici, c'est un réseau de ces fameux consultants vraiment techniques, ingénieurs industriels et autres, qui sont à travers l'ensemble du territoire si nécessaire. Donc, ça, c'est encore autre chose que je voulais mentionner, c'est l'importance de ne pas se dire « Ah, mais on va envoyer quelqu'un en fait, en Californie, donc on ne va pas pouvoir couvrir le reste des États-Unis. » Ou inversement, en Floride. Si on s'équipe correctement, si on s'organise correctement, on peut aussi quand même vendre ailleurs. Malgré tout, il faut une présence physique. Donc, nous, la solution, c'est qu'on a mis en place une mini showroom, avec on monte des produits, ça permet aux gens de quand même se rassurer, même à la limite s'ils ne viennent pas la voir, mais ils savent que c'est là. Alors le dernier point, c'est que là on arrive à la conclusion, c'est que tout cet effort, hein, de ce dernier exemple que je vous donnais, c'est un effort qui est quasiment individuel malgré tout, c'est Triana Group et une PME française. Je pense que quelque chose d'intéressant à envisager, c'est de trouver d'autres entreprises qui seraient de préférence française, mais pas forcément, mais qui ont des produits complémentaires, non concurrents, et qui veulent vraiment vendre exactement aux mêmes clients. Et moi, je me rends compte, ça m'est arrivé par exemple de visiter un client dans l'automobile et qui me disait qu'est-ce que tu as d'autre, Jabri, hein? Enfin, j'adore ça, il prend un catalogue, etc. Mais si vous avez d'autres produits, surtout dites-nous. Et ils sont preneurs un peu de tout, donc autant chasser en bande. Et ça fera peut-être partie de l'avenir. Voilà, merci de votre patience et on a 30 secondes pour une question.